Chapitre 10 de 5 semaines en ballon. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. 5 semaines en ballon de Jules Verne, chapitre 10. Essai antérieur. Les 5 caisses du docteur. Le chalumeau à gaz. Le calorifère. Manière de manœuvrer. Succès certain. On a tenté souvent, messieurs, de s'élever ou de descendre à volonté, sans perdre le gaz ou le lest d'un ballon. Un aéronaute français, M. Meunier, voulait atteindre ce but en comprimant de l'air dans une capacité inférieure. Un Belge, M. le docteur Van Hecke, au moyen d'ailes et de palettes, déployait une force verticale qui eût été insuffisante dans la plupart des cas. Les résultats pratiques obtenus par ces divers moyens ont été insignifiants. J'ai donc résolu d'aborder la question plus franchement, et d'abord, je supprime complètement le lest, si ce n'est pour les cas de force majeure, tels que la rupture de mon appareil ou l'obligation de m'élever instantanément pour éviter un obstacle imprévu. Mes moyens d'ascension et de descente consistent uniquement à dilater ou à contracter, par des températures diverses, le gaz renfermé dans l'intérieur de l'aérostat. Et voici comment j'obtiens ce résultat. Vous avez vu embarquer avec la nacelle plusieurs caisses dont l'usage vous est inconnu. Ces caisses sont au nombre de 5. La première renferme environ 25 gallons d'eau, à laquelle j'ajoute quelques gouttes d'acide sulfurique pour augmenter sa conductibilité, et je la décompose au moyen d'une forte pile de Bunsen. L'eau, comme vous le savez, se compose de 2 volumes en gaz hydrogène et d'un volume en gaz oxygène. Ce dernier, sous l'action de la pile, se rend par son pôle positif dans une seconde caisse. Une troisième, placée au-dessus de celle-ci et d'une capacité double, reçoit l'hydrogène qui arrive par le pôle négatif. Des robinets dont l'un a une ouverture double de l'autre font communiquer ces 2 caisses avec une quatrième qui s'appelle caisse de mélange. Là, en effet, se mélangent ces 2 gaz provenant de la décomposition de l'eau. La capacité de cette caisse de mélange est environ de 41 pieds cubes, 1,50 m². À la partie supérieure de cette caisse est un tube en platine, muni d'un robinet. Vous l'avez déjà compris, messieurs, l'appareil que je vous décris est tout bonnement un chalumeau à gaz oxygène et hydrogène, dont la chaleur dépasse celle des feux de forge. Ceci établi, je passe à la seconde partie de l'appareil. De la partie inférieure de mon ballon, qui est hermétiquement clos, sortent 2 tubes séparés par un petit intervalle. L'un prend naissance au milieu des couches supérieures du gaz hydrogène, l'autre au milieu des couches inférieures. Ces 2 tuyaux sont munis de distance en distance de fortes articulations en caoutchouc qui leur permettent de se prêter aux oscillations de l'aérostat. Ils descendent tous 2 jusqu'à la nacelle et se perdent dans une caisse de fer de forme cylindrique qui s'appelle caisse de chaleur. Elle est fermée à ses 2 extrémités par 2 forts disques de même métal. Le tuyau parti de la région inférieure du ballon se rend dans cette boîte cylindrique par le disque du bas. Il y pénètre et adopte alors la forme d'un serpentin hélicoïdal dont les anneaux superposés occupent presque toute la hauteur de la caisse. Avant d'en sortir, le serpentin se rend dans un petit cône dont la base concave en forme de calotte sphérique est dirigée en bas. C'est par le sommet de ce cône que sort le second tuyau, et il se rend, comme je vous l'ai dit, dans les couches supérieures du ballon. La calotte sphérique du petit cône est en platine, afin de ne pas fondre sous l'action du chalumeau, car celui-ci est placé sur le fond de la caisse en fer, au milieu du serpentin hélicoïdal, et l'extrémité de sa flamme viendra légèrement lécher cette calotte.
Vous savez, messieurs, ce que c'est qu'un calorifère destiné à chauffer les appartements. Vous savez comment il agit. L'air de l'appartement est forcé de passer par les tuyaux et il est restitué avec une température plus élevée. Or, ce que je viens de vous décrire là n'est à vrai dire qu'un calorifère. En effet, que se passera-t-il? Une fois le chalumeau allumé, l'hydrogène du serpentin et du cône concave s'échauffe et monte rapidement par le tuyau qui le mène aux régions supérieures de l'aérostat. Le vide se fait en dessous et il attire le gaz des régions inférieures qui se chauffe à son tour et est continuellement remplacé. Il s'établit ainsi dans les tuyaux et le serpentin un courant extrêmement rapide de gaz sortant du ballon, y retournant et se surchauffant sans cesse. Or, les gaz augmentent de 1 pour 480 de leur volume par degré de chaleur. Si donc je force la température de 18 degrés, 10 degrés centigrades, les gaz augmentent de 1 pour 267 de leur volume par 1 degré centigrade. L'hydrogène de l'aérostat se dilatera de 18 pour 480 et de 1614 pieds cubes, 62 mètres cubes environ. Il déplacera donc 1674 pieds cubes d'air de plus, ce qui augmentera sa force ascensionnelle de 160 livres. Cela revient donc à jeter ce même poids de l'est. Si j'augmente la température de 180 degrés, 100 degrés centigrades, le gaz se dilatera de 180 pour 480. Il déplacera 16 740 pieds cubes de plus, et sa force ascensionnelle s'accroîtra de 1600 livres. Vous le comprenez, messieurs, je puis donc facilement obtenir des ruptures d'équilibre considérables. Le volume de l'aérostat a été calculé de telle façon qu'étant à demi gonflé, il déplace un poids d'air exactement égal à celui de l'enveloppe du gaz hydrogène et de la nacelle chargée de voyageurs et de tous ses accessoires. À ce point de gonflement, il est exactement en équilibre dans l'air, il ne monte ni ne descend. Pour opérer l'ascension, je porte le gaz à une température supérieure à la température ambiante au moyen de mon chalumeau. Par cet excès de chaleur, il obtient une tension plus forte et gonfle davantage le ballon qui monte d'autant plus que je dilate l'hydrogène. La descente se fait naturellement en modérant la chaleur du chalumeau et en laissant la température se refroidir. L'ascension sera donc généralement beaucoup plus rapide que la descente. Mais c'est là une heureuse circonstance. Je n'ai jamais d'intérêt à descendre rapidement, et c'est au contraire par une marche ascensionnelle très prompte que j'évite les obstacles. Les dangers sont en bas et non en haut. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, j'ai une certaine quantité de lest qui me permettra de m'élever plus vite encore si cela devient nécessaire. Ma soupape, située au pôle supérieur du ballon, n'est plus qu'une soupape de sûreté. Le ballon garde toujours sa même charge d'hydrogène. Les variations de température que je produis dans ce milieu de gaz clos pourvoient seules à tous les mouvements de montée et de descente. Maintenant, messieurs, comme détail pratique, j'ajouterai ceci. La combustion de l'hydrogène et de l'oxygène à la pointe du chalumeau produit uniquement de la vapeur d'eau. J'ai donc muni la partie inférieure de la caisse cylindrique en fer d'un tube de dégagement avec soupape fonctionnant à moins de 2 atmosphères de pression. Par conséquent, dès qu'elle a atteint cette tension, la vapeur s'échappe d'elle-même. Voici maintenant des chiffres très exacts. 25 gallons d'eau décomposée en ses éléments constitutifs donnent 200 livres d'oxygène et 25 livres d'hydrogène. Cela représente, à la tension atmosphérique, 1890 pieds cubes, 70 mètres cubes d'oxygène, du premier et 3780 pieds cubes, 140 mètres cubes d'hydrogène, du second. En tout, 5670 pieds cubes du mélange, 210 mètres cubes. Or, le robinet de mon chalumeau, ouvert en plein, dépense 27 pieds cubes, 1 mètre cube, à